Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup de nous suivre. On voit les chiffres grimper sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Aussi, ça bouge sur nos plateformes de réseaux sociaux et de les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast. On vous apprécie énormément. Ça nous aide quand vous partagez, quand vous commentez, quand vous faites toutes ces belles choses-là. Donc, un grand merci à vous. Salim, une semaine quand même occupée dans le studio. Oui, on a eu une semaine très occupée. C'est quand même notre troisième épisode dans cette semaine. Une chance que c'est la semaine de relâche, puis que disons, alors pas qu'on soit pas occupé, mais disons que on a plus de flexibilité. Exact. Donc voilà. Puis je pense que c'était quand même utile après deux superbes invités. On a reçu donc le député du Parti québécois, le député de Jean Talon, Pascal Paradis, puis qui est venu un petit peu nous exposer son point de vue, puis le point de vue de son parti sur bien des éléments, y compris sur, bien sûr, la souveraineté, l'économie dans le cadre de la souveraineté, etc. Et de l'autre côté du spectre, on reçoit un autre politicien qui, lui, n'est pas élu, tout du moins pas encore. Éventuellement, il le sera aux prochaines élections. Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, qui lui vient bien sûr donner une vision, j'ai envie de dire, un peu inverse et opposée. Donc on a pu avoir deux oppositions de style, deux oppositions de programme. Alors c'était intéressant, enrichissant. Puis tu sais quoi, George, c'est ce que j'adore le plus faire avec toi, c'est d'être en mesure de recevoir des péquistes, des libéraux, des caquistes, des solidaires, quoique ça fait longtemps qu'on n'en a pas reçu. Évidemment, Éric Duhem, qui est venu 2 fois ici pour les conservateurs, au fédéral, au provincial, au municipal. Honnêtement, c'est vraiment le fun de recevoir autant de monde. Oh non, c'est super le fun. Puis moi aussi, j'aime ça. J'aime voir comment le balado s'est développé durant les années où on voit puis on comprend que les gens semblent l'apprécier, autant le public en général, mais aussi tous les gens dans la politique. Donc, c'est devenu comme un petit stop pour eux qui aiment considérer. Donc, nous, ça nous fait plaisir de les recevoir. Et le timing n'a pas pu être meilleur cette semaine-là parce que, on a eu des épisodes où les gens étaient, les commentaires sont rentrés quand même en masse suite au sondage Palace, puis par la suite, il y a eu l'élection. Non, on a fait l'épisode après l'élection partielle, je pense. Oui, après l'élection partielle, après le Palace. Puis, nous avons dit quelque chose, puis ça a excité 2-3 personnes, là. J'ai juste pas compris pourquoi c'était si agressif sur Twitter, mais... Enfin, Twitter, X, peu importe, là, de toute façon, depuis que ça s'appelle X, là... J'ai pas compris parce qu'il y avait rien de spécial, tu sais. En fait, juste pour rappel, là, un petit peu, dans un épisode, là, 2-3 épisodes de ça, tu sais, j'avais juste fait un lien entre le discours de victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon dans la partielle de Chicoutimi, dans le discours dans lequel il a un petit peu nuancé sa position en lien avec le référendum. La nuancé, il ne l'a pas changé, il n'a pas reculé. Il a encore l'intention d'en tenir un. C'est juste que là, disons qu'il s'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. Mais moi, je l'ai interprété comme étant... Il se sentit un petit peu obligé de rassurer les électeurs sur son intention d'organiser un référendum, dans le sens que il va pas le faire en fou, n'importe comment. Il va le faire à l'intérieur de son premier mandat, qu'il va choisir son moment, une manière de dire que, tu sais, c'est une manière de qu'il va le tenir à un moment où ça pourrait avoir le moins d'impact et que ça déstabiliserait le moins possible. Et puis, tu sais, c'est un petit peu de rassurer, tu sais, de dire qu'il comprenait qu'il y avait des gens aussi dans son porte-à-porte
qui laissaient entendre que, tu sais, ils avaient une petite inquiétude ou en tout cas des questionnements légitimes sur le référendum. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai lu, c'est comme ça que je l'ai interprété. Voilà, je le paraphrase, hein, j'ai pas dit exactement ces mots, mais c'est à peu près ça. Puis, 2 jours plus tard, il y a un sondage Pallas qui sort dans lequel on voit que la souveraineté perd des plumes. Déjà qu'elle n'était pas très élevée, on se le dit, là, ça n'a jamais été très élevé dans les années récentes, mais qu'elle perdait des plumes. Puis moi, j'ai fait un lien avec ça. Alors, on me reproche ça en me disant, mais là, voyons, tu fais un lien avec ça alors que son discours a eu lieu avant la sortie du sondage. Mais je ne nie pas ça, c'est vrai. Mm-hmm. Mais moi, je m'excuse, j'ai été impliqué dans un parti politique, puis je sais à peu près comment ça fonctionne. Je dis pas que c'est nécessairement ça qui se passe au PQ, mais il me semble évident qu'un parti comme le Parti québécois, comme les autres partis, le Parti libéral, la CAQ, Québec solidaire, commandent des sondages internes, des sondages que vous et moi ne voyons pas. C'est des sondages internes sur ce qui les intéresse. Puis de ces sondages internes-là, tu sais, parfois, ils voient certains chiffres. Ils les voient peut-être un peu d'avance. Donc, il y a peut-être une petite tendance qu'ils voyaient. Ils ne savaient pas que le Pallas allait dire ça. Mais il y avait des choses qu'ils voyaient, probablement. En tout cas, c'est mon interprétation. Je ne l'ai pas. Paul Saint-Pierre Plamondon ne m'a pas appelé pour me dire « j'ai vu des chiffres ». Il ne l'aurait pas fait, évidemment. Tu sais, j'exagère les choses, là, tu comprends ça. Mais c'est une façon de dire que il y a une prise de conscience au niveau du Parti québécois sur le fait que la question du référendum pourrait plomber leur prochaine élection. Ouais. Et ils font attention. Et sais-tu quoi? S'ils ne le faisaient pas, ce serait assez fou. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis même s'il n'y avait pas de sondage à l'interne, même si on prend en considération ce qu'ils disaient que durant le porte-à-porte, ils ont constaté X, Y, Z, tu sais, les gens que tu rencontres durant une campagne, ça reflète quand même un peu ce qui est sorti sur le sondage quelques jours après. Donc, même s'il n'y a pas eu de sondage à l'interne au Parti québécois, le fait que tu as fait campagne pendant 30 jours et tu ressens ce message-là sur le terrain, pas besoin de savoir d'un sondage, des résultats de sondage pour voir c'est quoi le sentiment des gens. Donc, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être que même au parti, il y a ce sentiment. Puis on dit pas qu'il a changé ou qu'il a reculé, sauf que le temps peut-être était opportun pour lui de faire une nuance parce que, puis on va se le dire, là, il n'a jamais dit qu'il sera élu, puis le jour d'après, il y a un référendum. Il a toujours été quand même structuré. Il a dit, c'est dans notre premier mandat, on va faire les études, on va faire on va faire les étapes nécessaires pour y arriver, etc. Sauf que, tu sais, quand tu martèles la même chose pendant 2 ans, 3 ans, les gens, dans leur tête, ils disent que, bon, le PQ rentre, on s'en va, il y a un référendum. Le centre, là, il disparaît. C'est PQ, référendum, that's it, that's all. Donc, moi, j'ai trouvé bien qu'il fasse cette nuance-là. Mais oui, honnêtement, oui, t'as raison. Oui, il n'y a pas le choix. Puis, l'autre chose, c'est que tu peux pas rentrer en élection avec ce thème uniquement sur le top de ta liste. Ouais. Tu peux pas, c'est impossible. Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu filtres un peu les messages et que oui, ça fasse partie de ton plan éventuellement parce que tu es un parti souverainiste, c'est correct. Mais à un moment donné, il va falloir que tu te sépares un peu de ce message-là et tu parles d'autre chose plus ton projet de souveraineté. Et je pense que le temps est peut-être opportun maintenant alors que, bon, un des autres partis a un chef et l'autre parti qui se cherche un maintenant. Donc, moi, je trouve pas que sa stratégie est mauvaise, nécessairement. Non. Puis les sondages sont ce qu'ils sont. Comme tu dis, les chiffres pour la souveraineté toujours autour de la trentaine. Là, on a tombé en dessous du 30. On va y rentrer en détail. Mais
Qu'est-ce que je voulais dire? Mais juste avant que tu ailles un peu plus loin, puis tu vas retrouver peut-être ce que tu voulais rajouter, là. Mais, tu sais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense c'est-à-dire être souverainiste, là, avoir été péquiste, je dirais, ben, il fait bien de faire ça. Il a raison. Bon, moi, là où je m'insurgeais un petit peu, c'était sur le fait que quand on met en relief ce qu'il fait, et qu'il fait bien, on dit que c'est de la désinformation, puis que... Non, c'est pas de la désinformation. À la limite, j'ai presque envie de dire, il a raison de le faire. Puis l'autre affaire, c'est vrai, t'as raison. Il martèle depuis le début, là, depuis qu'il est arrivé à la tête du Parti québécois, que s'il gagnait les élections, il organiserait un référendum sur la souveraineté du Québec. OK? Donc, il n'y a pas de fausse représentation avec lui. On a reçu l'autre jour le très agréable Pascal Paradis. Vraiment, c'était le fun de le recevoir, qui est l'un des plus brillants, si ce n'est le plus brillant des députés. Je parle au niveau intellectuel. Puis, lui-même a dit... Ben, nous, on n'a pas reculé, on reculera pas, on veut l'organiser, ce référendum-là. Puis il a même donné tous les arguments de pourquoi il faut le tenir. Fait que moi, je respecte ça. Ensuite, on est d'accord, pas d'accord, c'est une autre histoire. Ouais. Mais tu sais, je respecte la démarche. Elle est super bonne, tu vois. Et moi, j'ai presque envie de te dire aussi, il y a en fait, c'est ça qui est un peu ironique. On dirait que la souveraineté, la volonté de réaliser la souveraineté du Québec, à la fois a été une chose qui a beaucoup servi à Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ, et peut-être, on verra, je ne le sais pas d'avance, et peut-être pourrait lui desservir dans les prochains mois. Et là, je m'explique. Tu te souviens qu'à l'époque, on disait, tu sais, Paul, on aimait beaucoup comment se tenait politiquement Paul Saint-Pierre Plamondon. Mm-hmm. On a été parmi, j'exagère pas, et toi en particulier, plus que moi, on a été parmi les premiers à le constater et à le dire. Ils étaient constants. Et la constance en politique, ça paye. Mm-hmm. Ils ont été toujours constants sur le fait qu'ils allaient organiser un référendum dans un premier mandat. Et les gens aimaient, même si les gens n'étaient pas d'accord, parce qu'à 65-70% de gens contre la tenue d'un référendum, on ne peut pas dire que c'était une idée populaire. Mm-hmm. Mais ils ont quand même dit qu'ils allaient le faire. Et ils ont martelé. Les gens, la population, les électeurs québécois et québécoises, électrices québécoises, ont apprécié un peu la transparence. Voilà où est-ce qu'on se positionne. Si on n'est pas d'accord, on est peut-être d'accord sur d'autres aspects d'un programme électoral, mais celui-là, il est clair. Sa constance, sa cohérence avec lui-même lui a donné une image d'un politicien qui est déterminé, qui sait où ce qui s'en va, qui bouge pas en fonction des sondages. Puis les gens ont apprécié ça. Je pense que c'est plutôt ça qui a inspiré confiance parce qu'ils voient un chef politique qui sait ce qu'il veut. Oui. Même s'ils sont pas d'accord avec ce qu'il dit, au moins lui, il a une conviction. Exactement. Ouais. Non, mais exactement, mais 100%. D'ailleurs, moi, je prône ça. Mm-hmm. Je prône que les électeurs, ils cherchent pas juste à ce que tu sois d'accord avec lui tout le temps. L'électeur, il cherche aussi à ce que tu saches prendre les bonnes décisions, même quand ça plaît pas. T'sais? Mais maintenant, le retour du balancier dont je te parle, c'est l'autre. C'était qu'une fois que ça te met en haut des sondages en raison de ta constance, de ta cohérence, de tes convictions, eh bien, le retour du balancier, c'est que quand tu te rapproches des élections, comme maintenant, puis en plus, la différence avec il y a 3 ans, quand tu as commencé à monter dans les sondages, il y a une instabilité mondiale qui n'existait pas ou qu'on ne voyait pas. Il n'y avait pas de menace territoriale, il n'y avait pas de menace tarifaire, il n'y avait pas de guerre. Bon, celle en Ukraine avait commencé, mais je veux dire, il n'y en avait pas d'autres qui se sont rajoutés. Il n'y avait pas la crise de l'inflation et du coût de la vie, etc. Et bien là, tu rajoutes ça, puis tu te dis, mais OK, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, il représente à mes yeux une forme de renouveau de la classe politique. Je suis prêt à lui faire confiance. Quand je dis « je », c'est pas Salim, ouais. c'est l'électeur québécois, là, d'une manière générale. Je suis prêt à lui faire confiance. Mais par contre, je me pose la question, une question légitime.
est-ce que son projet d'organiser un référendum dans le premier mandat, donc dans les 4 prochaines années, est-ce que ça ne vient pas rajouter de l'instabilité politique locale à une instabilité géopolitique et économique régionale, voire mondiale? Exact. Tu vois, Exact. Puis moi, ce qui est intéressant, c'est, tu sais, on compare souvent, on ne devrait pas le faire, mais c'est presque un réflexe automatique parce que quand tu vois quelque chose arriver en politique, ben tu te dis, ben voyons comment l'histoire pourrait se répéter. Et on a vu ce qui s'est passé au fédéral avec Poilievre qui était, on parle de différences énormes avec le Parti libéral du Canada et Justin Trudeau là. Tu sais, on parle d'une différence de plus de 20 points. Écoute, ça, tu marches sur l'eau, là, quasiment. Puis on a vu comment il n'a pas pu s'adapter au changement pratiquement. C'était rapide, là, le changement au Parti libéral du Canada avec Mark Carney qui est rentré en dedans de 1 ou 2 mois, là. Puis ensuite, une élection tout de suite. Puis je pense que c'est là où il a échoué, Poilievre. Il n'a pas su s'adapter au changement qui arrive des fois très rapidement. Là, moi, je prends ça, copy-paste au provincial et j'aimerais voir comment est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va pouvoir s'adapter, s'il saura s'adapter. Moi, j'ai confiance qu'il va pouvoir s'adapter à une autre réalité qu'on ne vivait pas au Québec pendant les 3 dernières années. On a vu la CAQ, tout de suite après son élection en 2022, chuter. C'était quasiment, tu sais, on a eu l'élection en fin 2022. En début 2023, il annonçait qu'il se retirait du projet du 3e lien, puis ça a chuté tout de suite, OK? Donc, depuis le début de 2023 ou mi-2023, on a vu le PQ qui était en haut des sondages. Là, tout à coup, il y a une stabilité qui rentre dans le jeu dans les autres partis d'opposition. Et là, ça va être crucial pour le Parti québécois de voir comment ils vont pouvoir s'adapter parce que quand tu es seul, quand le parti au gouvernement plonge, tu sais, il tombe dans les sondages, les autres, ils n'ont pas de leadership. C'était le chaos dans Québec solidaire, il y avait de la chicane interne. Donc, tu es seul pratiquement, tu comprends? Donc, quand tu es seul, ça va bien, mais là, quand doucement, il y a quelque chose qui arrive, puis bon, les pièces, on met ça en place. Les libéraux sont prêts. La CAQ, ben, elle sera prête, elle aussi, dans 1 mois environ, même pas 1 mois, dans quelques semaines. Qu'est-ce que le PQ va faire? Tu comprends? Donc, moi, c'est ça que je regarde en ce moment, voir si ils vont avoir ce réflexe-là de s'adapter à une autre situation qui n'existait pas il y a 3 ans. Et d'après moi, c'est peut-être le début qu'on voit de cette maturité du PQ où ils disent, OK, on va reculer un peu, on va nuancer nos propos. Il va falloir préparer un terrain beaucoup plus large maintenant. On peut pas rentrer et dire « Ah ouais, référendum. » On va... C'est drôle que tu dis ça parce que, en fait, c'est tout à fait plausible ce que tu dis. Mais vois-tu, moi, mon réflexe à moi, il est un peu contraire à celui que tu dis. Moi, j'ai l'impression... Admettons, je suis conseiller de Paul Saint-Pierre Plamondon, là. Moi, au contraire, je lui conseillerais de ne pas reculer. Non, attention, pas reculer de ce qu'il disait, mais de nuancer, de mettre les choses un peu plus en place. La nuance, je pense qu'il l'a apporté. Je suis d'accord avec toi à 100%. Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas reculer. La position qu'il a prise et cette constance qu'il a imposée. Oui. Yeah. Non, mais c'est ça, exactement. Alors, moi, maintenant, lui, puis ça, c'est le défi qu'il a. Mais tu sais, c'est comme tous les chefs de parti ont leur propre défi. Hein. Charles Milliard a son défi. Le potentiel prochain chef ou la prochaine chef de la CAQ va avoir son défi aussi. Mais le défi de Paul Saint-Pierre Plamondon, aujourd'hui, au moment où on se parle, avec les chiffres qu'il a aujourd'hui, mais aussi qu'il a depuis environ 3 ans dans les sondages, c'est comment inscrire dans l'esprit de l'électeur que la souveraineté, le projet de souveraineté, il cadre bien avec le contexte géopolitique et économique global. Et ça, c'est difficile. Mais c'est extrêmement difficile. Mais c'est extrêmement difficile. Je te dis pas qu'il n'y a pas un bon argumentaire à ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens brillants, souverainistes, qui arrivent avec des thèses qui peuvent se tenir.
Bon, ensuite, tu vas me dire, si elles se tiennent, etc., Salim, pourquoi tu n'y adhères pas? J'y adhère pas pour tout un tas d'autres raisons, là, mais surtout parce que je pense que même les meilleures thèses font en sorte que ça prendrait d'aligner tellement d'astres que ça rend la chose très improbable. Et ensuite, quand bien même elle soit qu'elle soit plus réalisable que je ne le pense, parce qu'on pourrait dire que je suis biaisé parce que forcément, j'adhère pas à ça, mais je veux dire, admettons que c'est plus réalisable que je le pense, faut que tu sois capable de le vendre à la population. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Il faut que tu arrives à le vendre. Et figure-toi, Georges, qu'il y a des gens qui sont souverainistes. Fondamentalement, c'est-à-dire à l'intérieur, sont souverainistes, mais qui auront un peu du mal avec l'argumentaire, même si l'argumentaire est bien fait. Mais bref, tout ça pour dire, c'est ça le défi de M. Saint-Pierre Plamondon. Ça va être d'être en mesure de dire, voilà, on vit une nouvelle ère. Le monde qu'on a connu depuis 1945 à 2025 est en train de changer radicalement. Il y a encore des gens qui espèrent que le monde ne change pas trop, c'est juste une petite phase par laquelle on passe, etc. Ça se peut, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça se dessine. Il y a beaucoup de principes qu'on pensait n'allaient jamais bouger, qui sont en train de bouger en ce moment. Là. Donc j'ai du mal à croire qu'on va revenir à un monde qu'on connaissait. Et là, il faut juste s'inscrire pour pour le mouvement souverainiste, qui est mené par le PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon. Il va falloir trouver comment inscrire ce projet-là dans le monde actuel. Ouais. Alors, écoute, il y en a certains qui vont trouver ça très logique, quasi philosophique, et d'autres, si tu veux, plus rationnel, vont te dire, regarde, le Canada dans son état actuel est déjà un joueur moyen. Imagine ce que ce serait si on était plus petit, qu'on se priverait d'un marché qui est le nôtre, le marché canadien, parce qu'en plus qu'on n'ait pas accès au marché américain, on n'aurait plus accès au marché canadien, tu sais, de devoir créer de nouveaux ministères, là, les ministères qui existent déjà au niveau fédéral, là, il va falloir les créer, les monter, il va falloir les financer. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y en a des arguments, là, tu sais, je veux dire, bon, voilà, on pourrait lancer un podcast, on pourrait en parler pendant 2 heures aussi, 3 heures, mais c'est pas le but d'aujourd'hui, là, mais tu sais, il y en a des choses à dire. Et ça, je te parle juste du côté purement rationnel, hein. Je suis même pas dans l'historique et l'émotionnel, etc., mais genre dans le très rationnel. Bon, maintenant, dans le très rationnel, il y a des gens qui vont te dire non, regarde, à l'intérieur du Canada, ça va pas bien, on est mieux d'être indépendant, puis si on est indépendant, on sera plus fort, etc. Bon, c'est une opinion qui est respectable, qui n'est pas la mienne, mais que je respecte. Là, on va rentrer dans les sondages, et encore une fois, il faut faire attention, parce que, tu sais, je reçois des messages, des appels de libéraux. « Ah, t'as vu le sondage? Yeah! » Look, calmez-vous, là. OK? C'est un sondage qui est sorti, puis avant lui, il y avait le Palace qui nous avait, qui avait le Parti libéral du Québec un peu derrière le PQ. Avec le sondage léger, on est quasiment à égalité avec le Parti québécois. Mais c'est 2 sondages, tu sais. Calmez-vous. Il y a plein de choses qui peuvent produire, et je te rappelle, Salim, je me rappelle, juste avant les fêtes, alors que tout le bordel se passait au Parti libéral du Québec, puis Pablo Rodriguez démissionnait, puis tout le monde disait, bon, c'est fini, là, regarde, c'est impossible, c'est fini, ce parti-là. On avait une discussion ici, puis on se disait, tu sais, des fois, oui, ça va mal, mais quand tu es vraiment dans le fond, tu peux plus aller plus bas. Mais le seul chemin, c'est vers le haut. Puis si t'as quelqu'un qui peut inspirer des gens, tu sais jamais. Tu sais, on avait une lueur d'espoir quand même, puis on avait ces discussions-là. Je vais essayer de trouver le clip quand même. Et c'est ça qui arrive.
c'est ça qui arrive. Donc, il y a un nouveau chef. Les membres du Parti libéral sentent un peu un certain changement. Évidemment, il y a ce qui s'est produit avec la CAQ à l'époque. Le M. Legault, il n'avait pas encore démissionné quand on avait ces discussions-là. Donc, ça rentre dans la formule aussi, dans l'équation. Ça va bien. Je ne dis pas que ça va pas bien pour les libéraux. Là, évidemment, il va falloir que ça se traduise sur le terrain. Il faut aller trouver des vrais appuis parce que c'est une chose d'avoir des chiffres, mais c'est une autre chose de voir la réalité se concrétiser sur le terrain avec du vrai monde. On parle de membres, des équipes, de l'organisation. Donc, il y a du travail encore à faire. Mais moi, mon message, ça serait calmez-vous un peu. OK? Ouais. C'est un sondage. Il y a plein de choses qui peuvent encore arriver. Puis on ne sait pas comment la même chose qui s'est traduite pour les libéraux ne pourra pas arriver avec la CAQ, avec un ou une nouvelle chef. On ne le sait pas. Alors, on ne le sait pas. On le sait pas, mais en même temps, je te dirais que c'est aussi normal pour eux d'être contents parce que ça donne de l'espoir, ça permet de mobiliser. Ça permet de raffiner ton narratif par rapport à ça. Ça permet de décomplexer aussi parce que pendant longtemps, le PLQ était sans chef. Soit c'était des chefs intérimaires ou des chefs de passage. Là, donc de passage, pour moi, Dominique Anglade, Pablo Rodriguez, intérimaire, même s'il a fait un bon travail, mais ça restait intérimaire. Il n'y a personne qui pensait que Marc Tanguay allait être premier ministre du Québec parce que tout le monde savait qu'il était intérimaire. Donc c'est sûr que de monter dans les sondages de la sorte à 6 mois des élections, c'est une bonne nouvelle. Mm-hmm. C'est donc alors maintenant, j'ai pas senti de triomphalisme nécessairement. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient contents? Oui. J'ai pas senti un triomphalisme. Quand tu dis la réalité sur le terrain, même les chiffres décrivent un terrain. Hein. Et d'ailleurs, parlons-en des chiffres. Donc, c'était alors le dernier sondage qui va un peu dans le sens du palace, hein, donc en passant, ceux qui nous ont attaqués sur Twitter, je ne comprendrai jamais pourquoi ils nous ont attaqués, mais qu'importe. Ils ont eu la confirmation dans un léger. En fait, c'est pas juste une confirmation, j'ai presque envie de dire le léger est encore pire pour leur argumentaire. C'est que le Parti québécois est premier avec 31% des intentions de vote. Le PLQ est deuxième à 30%. Donc, on peut dire dans le jargon qu'ils sont à égalité statistique, puisqu'ils sont dans la marge d'erreur. Ouais. Alors, ça, d'abord, c'est le meilleur sondage pour les libéraux depuis avant 2018. Hein. Ouais. Donc, quand même, il faut le dire. C'est le meilleur sondage depuis plus de 8 ans. Là, t'sais. Ensuite, autre fait, entre guillemets, j'ai presque envie de dire historique, le PCQ, le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, qui est 3e devant la CAQ. C'est la première fois que les conservateurs du Québec sont devant la CAQ dans un sondage national. C'est hyper important. Ils sont à 15%. Suivi de la CAQ, 4e à 13%. Ça va vraiment pas bien à la CAQ. Non. Puis bon, on savait qu'ils étaient dans une spirale plutôt négative depuis un certain temps, puis ça semble pas s'arranger pour eux. Qui ferment la marche, c'est Québec solidaire avec 9%. Il n'y a plus rien qui bouge là-bas. Alors, donc ça, ce sont quand même des chiffres intéressants. Mais en même temps, et c'est là que je te disais que même quand tu parles de terrain, le terrain est reflété dans les chiffres. C'est que si tu viens voir le terrain, souvent on parle du vote chez les francophones. Chez les francophones, le Parti québécois est en tête à 39%. Là, c'est majeur. Ouais. 39%, ça veut dire que au moment où on se parle, le PQ, même s'il est proche au national, ou à égalité statistique avec les libéraux au national, ils ont une avance énorme de 20 points. Les deuxièmes, c'est les libéraux à 19. Donc quand même, c'est lointain. Je veux quand même mentionner une chose. C'est que les libéraux rentrent dans une zone payante chez les francophones 21-22%, surtout dans un cadre de multipartisme. C'est-à-dire qu'il y a
on a 5 partis. Tu sais, dans le temps, là, c'était 2 partis qui s'affrontaient. Donc, tu avais besoin à ce que les libéraux soient à 31, 32, etc. À 5 partis, les libéraux, à partir de 21, 22, 23, ils commencent à faire des gains parce que il y a une raison très simple à ça. C'est qu'il y a une division du vote qui s'effectue. Et là, les libéraux peuvent aller chercher une bonne poignée de circonscriptions. Ben oui. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les agrégateurs de sondages avec des projections, etc., montrent que les libéraux peuvent aller chercher jusqu'à environ 43 sièges, 43 circonscriptions. 43 circonscriptions, c'est 22 de plus qu'à la dernière élection. C'est quand même majeur. Ils ne feraient pas le gouvernement, par exemple, mais c'est quand même majeur. Mais ils sont venus de loin, parce que moi, je me rappelle, Salim, de sondage où le Parti libéral du Québec était à... Oui, c'est ça. 4, 5, 6% chez les francophones. Donc, quand tu vois 19%, puis tu penses, un autre 3 points, ça te met dans une position quand même favorable. Tu sais? Mais là, exactement. Un autre 3... Ah non, mais attends. Un autre 3 points, puis on commence à chez les francophones, je dis. Ouais. Un autre 3 points chez les francophones, les libéraux il commence à être dans les zones de gouvernement minoritaire. Exact. Tu sais, je veux dire, le jour où tu vas avoir un sondage où les libéraux sont à 22-23% chez les francophones, là, je te le dis, le gouvernement minoritaire libéral, il commence à se dessiner. Là, tu sais. Au moment où on se parle, avec cette augmentation chez les francophones, puis ça aussi, ça parle un petit peu parce que tu vois ce qu'on appelle les RMR de Montréal versus celle de Québec. Mais parlons celle de RMR de Montréal. C'est le Grand Montréal. Donc, il y a une partie de la Montérégie, il y a une partie de la Rive-Nord aussi, avec Laval, bien sûr, etc. Ben, tu sais, quand tu augmentes comme ça déjà à 19% chez les francophones, ben, les libéraux ils peuvent aller chercher 3-4 comtés à Laval et un bon 3-4 comtés en Montérégie. Puis peut-être même aller chercher 1 ou 2 comtés en Outaouais. Puis peut-être 1 ou 2 comtés en Estrie. Tu sais. Puis donc tu sais, tu commences un petit peu à gratter là, tu sais, donc tu sais, c'est pour ça que c'est un bon sondage pour les libéraux et qu'ils sont évidemment contents. Ils vont devoir, bien sûr, continuer de travailler fort pour maintenir cette avance-là, puis surtout d'avoir des candidats et candidates qui vont être capables sur le terrain de matérialiser un potentiel théorique que nous donnent les sondages. Mais là aussi, c'est intéressant parce que, tu sais, on avait Charles Millard, puis évidemment, la ligne a toujours été « Ah oui, le téléphone sonne », tu sais, on a entendu celle-là, là, tu sais. C'était la même ligne que Dominique Anglade utilisait, mais tu sais, évidemment, comme Charles Millard l'a dit, c'est la ligne clé de Marc Tanguay. Là, il utilise aussi, le téléphone commence à sonner. Cette fois-ci, moi, j'ai comme impression que c'est plutôt vrai que le téléphone doit sonner. Et la différence, c'est quand tu rentres dans une élection ou tu projettes une élection dans quelques mois ou un an, puis tu avais le sondage que le Parti libéral avait l'année passée, là, c'est n'importe qui. J'ai juste besoin des gens pour mettre sur des poteaux. S'il vous plaît, envoyez-moi ça. Là, c'est différent parce que là, ils vont avoir l'embarras du choix, là, tu comprends? Donc, quand tu parles des comtés, par exemple, Saint-Laurent va être libre. Les comtés, comme tu as mentionné, à Laval, où il y a je veux pas dire une garantie, mais une certitude que tu vas bien performer. Dans la Rive-Sud, là, tu peux être un peu plus sélectif dans tes candidats, puis ça t'ouvre une porte pour aller chercher des personnes qui pourront contribuer et à aider le parti à avancer sa plateforme ou ses idées. Donc ça devient quand même intéressant aussi. Moi, je suis très curieux de savoir qui va se lancer. Et ça, c'est l'autre défi en général. Puis là, on s'éloigne un peu des sondages, mais en général, le défi en politique, quand tu es à la recherche de gens qui ont le calibre pour faire cette job-là, il y a une connotation tellement négative qui est rentrée dans cette image de politique que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui voudra quitter sa job pour aller gagner 130 000 $ par année à l'Assemblée nationale du Québec. Puis on a eu cette conversation-là où tout le monde se plaignait de la hausse du salaire des députés. Tu te rappelleras qui ont eu un 30 000 de plus.
130 000 par année, là. C'était 40 000 de plus. Mais... 40, ouais, parce qu'il était comme 90, une affaire de même. Pour la job que les élus font, là, franchement, pour les gens que tu aurais besoin dans une équipe pour faire une bonne job, moi, je pense que c'est un grand pay cut pour aller faire la politique. Ouais. Moi, mais là c'est fait. Mais là, c'est fait. Mais tu vois, les sondages, de bons sondages, peuvent permettre à un parti politique de convaincre des gens de se joindre. Parce que c'est une question de risque. Puis c'est le cas de tous les partis politiques. Puis d'ailleurs, le Parti québécois, moi je suis convaincu que le Parti québécois va faire un très bon recrutement. Ouais. Parce que la tendance est quand même assez lourde depuis un certain temps. Puis d'ailleurs, ils ont commencé déjà. Mais juste parce que là, on a donné quand même... On a beaucoup parlé des libéraux parce qu'effectivement, c'est eux qui créent le plus la surprise là-dedans. Mais je veux quand même parler du Parti québécois qui, dans ce sondage-là, a vu aussi la souveraineté tomber à 29%. Ouais. Tu te souviens combien de fois j'ai dit sur ce podcast que moi, je pense vraiment que le véritable niveau de la souveraineté est à 28. Là. Ouais, c'est ça. Je le dis toujours. Fait que là, moi, quand je vois 29, je me dis, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est juste qu'on est des romantiques au Québec. Hein. Donc, parfois disons que quand t'es pas dans ton côté, quand t'es pas dans ton jour rationnel, ça monte à 35% la souveraineté, mais quand t'es dans ton rationnel pur, là, tu sais, ça baisse à 29-30%. Bref, ça vient un peu confirmer probablement les chiffres internes que devait avoir le PQ, le Palace qu'on a vu il y a un peu plus d'une semaine. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un peu d'ajustement là-dessus. Pour la Coalition Avenir Québec, il faut quand même dire que ce sondage-là donne aussi de l'information intéressante. Parce que la Coalition Avenir Québec, en ce moment, comme on le sait, est en leadership, course au leadership, avec Mme Fréchette et M. Drainville. Alors, avec Mme Fréchette, la CAQ ferait mieux, mais la CAQ gagnerait pas nécessairement. Mais dans le fond, avec Mme Fréchette, il terminerait 3e, puis avec M. Drainville, il terminerait après Québec solidaire. Il se range derrière Québec solidaire. Bon, voilà. Mais c'est ce qu'indique à tout le moins le sondage là, que tu as sous les yeux. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que ça donne à l'équipe de Mme Fréchette une impulsion et des arguments pour gagner la chefferie en disant c'est moi qui suis la mieux placée pour faire le meilleur score aux prochaines élections. Mais en même temps, c'est pas parce qu'elle serait la mieux placée que ça vient radicalement changer. Non, pas du tout, parce que dans le même sondage, on voit que presque 3/4 de la population veulent un changement de gouvernement. C'est énorme. C'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un peu ce que je te disais en début d'épisode. C'est que il y a une volonté de changement, il y a une volonté de renouveau au niveau de la classe politique au Québec, mais on ne veut pas non plus un programme qui viendrait révolutionner ou qui viendrait créer une situation inconnue ou instable. Et c'est là le défi du PQ avec le référendum. C'est vraiment là que ça se situe. Alors, donc, Mme Fréchette, c'est sûr que les péquistes aimerait que Mme Fréchette vienne un peu diviser le vote des libéraux, vienne manger un peu dans le lunch des libéraux qui est en train d'augmenter parce que les libéraux baissent dans le cas où Mme Fréchette devient chef de la CAQ. En revanche, si M. Drainville devenait chef, le sondage indique que les libéraux sont véritablement à égalité, avec, je pense, 30-30, je crois.
Et c'est ça. Et donc, et la CAQ tomberait... 32, bah, t'imagines, 32. Et ça, par contre, on n'a pas les détails chez les francophones, donc ça voudrait dire que potentiellement encore plus chez les francophones. Et donc là, le PLQ rentrerait dans une zone gagnante, de ce dont je parlais tantôt. Mais ça, ce serait très intéressant de voir qu'est-ce que ça donnerait, ça. Enfin bref, en tout cas, on a un sondage qui a alimenté beaucoup. Les chiffres, d'ailleurs, sont là, Salim, avec... Ah oui, on les a? Oui, avec Bernard Drainville, le PLQ, dans les francophones, ils auraient 21%. Ben écoute, regarde, tu vois, alors, à 32-32, c'est-à-dire PLQ à 32-32, avec 21% chez les francophones. Et chez OPQ, ce serait combien chez les francophones? 40. 40. C'est ça. Donc, ça veut dire que les libéraux gagneraient 2 points chez les francophones et le PQ gagnerait 1 point. Mais, Georges, suis-moi bien dans ce raisonnement-là. Pour les péquistes, à partir de genre 36-37%, là, peut-être même moins, peut-être même à 35%, il y a quasiment... En tout cas, il y a peu de gains qui se traduisent véritablement à cause de la concentration du vote, etc. Chez les libéraux, quand tu passes de 19 à 21, il y a plus de gains potentiels que chez les péquistes passés de 39 à 40. Exact. T'sais? Donc, tu sais, c'est là que les libéraux deviennent plus, entre guillemets, plus dangereux. Donc, tu t'imagines bien, là, ils vont pas nous le dire, là, mais les libéraux, ils seraient très heureux de voir M. Drainville gagner la chefferie et ils seraient plus embêtés de voir Mme Fréchette gagner. Et puis, à l'inverse, les péquistes préféreraient que Mme Fréchette gagne, c'est ça que je disais il y a 2 minutes, pour qu'il y ait un peu plus de compétition entre eux et que le PQ puisse passer entre les deux dans bien des circonscriptions. Mais selon toute vraisemblance, c'est pas mal ça qui va y arriver. Selon ce qu'on voit, tu sais, Mme Fréchette a une bonne avance sur M. Drainville. Bon, on verra ce qui arrivera, évidemment. Là. Puis encore là, moi, je suis pas de ceux qui éliminent les chances pour la CAQ de rebondir, là, tu comprends? Donc, c'est un bon sondage pour les libéraux. C'est quand même pas si mauvais pour le PQ. Non, c'est pas si mauvais pour le PQ. Non, effectivement. C'en est un mauvais pour la CAQ, on va se le dire. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir un rebond. C'est pas impossible. Les gens ne le voient pas. Les observateurs politiques, les analystes qui suivent la politique au jour le jour ne voient pas. On dirait qu'il y a une espèce de rejet qui est en train qui s'est installé pour la CAQ. Honnêtement, je sais que c'est pas du tout scientifique ce que je veux dire là, mais tu sais, le monde avec qui je parle, moi, honnêtement, il y a beaucoup de gens, pas nécessairement des gens politisés, mais c'est des gens qui votent régulièrement, qui connaissent les acteurs politiques, etc. Qui ont déjà voté pour le PQ, pour le PLQ, pour la CAQ, qui aujourd'hui, tu sais, dans leur tête, là, ils sont passés à autre chose. Ils veulent l'alternative à la CAQ. Là, maintenant, à savoir laquelle qui est cette alternative-là. Bon, maintenant, un potentiel rebond est possible. Un dernier truc, peut-être à discuter avant de passer peut-être au sondage fédéral, qui est tout aussi important et tout aussi intéressant que celui-ci sur le provincial. Moi, je veux quand même parler des conservateurs du Québec, le PCQ. Ouais. On ne parle pas assez du PCQ d'une manière générale. Évidemment, ils n'ont pas d'élus à l'Assemblée nationale, mais ils ont quand même Éric Duhem qui est extraordinaire à attirer l'attention quand il peut. C'est pas toujours évident non plus pour lui, quand il peut. Donc, il est capable d'attirer les médias puis de passer ses messages, mais il n'a pas la visibilité nécessairement d'un parti qui a des députés à l'Assemblée nationale. Mais les sondages, les 2 derniers, celui de Palace il y a environ 10 jours et celui de Léger d'avant-hier, là, il y a 2-3 jours, ils montrent une chose, c'est que
dans l'est du Québec et particulièrement dans la grande région de Québec. La grande région de Québec, c'est bien sûr la ville de Québec, mais aussi Portneuf, Charlevoix, la rive sud de Québec direct, là, comme Lévis, ce qu'on appelle dans le jargon de Statistique Canada la RMR, la région... de recensement. Oui, c'est ça. Région métropolitaine de recensement de Québec. Le sondage Palace les plaçait même premier, le PCQ. Le léger les place deuxième. Donc, c'est quand même assez bizarre parce que le léger montre quand même une grande différence entre le PQ et le PCQ dans la grande région de Québec, mais le PCQ est quand même à 25%, je crois, dans la RMR de Québec. Donc, son deuxième. Mais on a un autre sondage qui n'est pas un vrai sondage, c'est celui des élections à Arthabasca, dans le centre du Québec, où le PCQ est quand même arrivé deuxième. D'accord, le PQ a gagné sans trop de difficultés, mais il a quand même fallu faire une grosse campagne contre Éric Duhem, qui a fait quand même un excellent score malgré tout. Deuxième. Puis, dans la campagne partielle dans Chicoutimi, moi, les partiels, je les appelle des sondages. Pour moi, c'est de bons sondages. Puis, dans la partielle à Chicoutimi, le PCQ a fait deuxième aussi, sans pourtant avoir beaucoup de visibilité. C'est vrai qu'ils avaient une bonne candidate, on en a parlé déjà, mais on fait deuxième. Donc, moi, ce que je suis en train de voir, c'est que le PCQ est deuxième aux alentours de Québec et dans des régions pas trop éloignées de Québec. Ça va jouer, ça va avoir un impact aux prochaines élections. Mais ça fait des mois maintenant qu'on le dit, Salim, qu'on ne parle pas assez souvent du PCQ, qu'on le néglige dans les analyses, dans les sondages. Puis, tu sais, il est là, doucement, il monte un peu son échelon. Puis, tu sais, il est à 15%, c'est magnifique pour un parti comme le Parti conservateur du Québec. Imagine-toi si d'ici l'élection, ils sont capables d'aller chercher un autre 5-6 points. C'est quand même majeur. Si le PCQ arrive à près de 20% dans les sondages au national, c'est une autre game. C'est une autre game complètement. Alors, au moment... oui. T'sais, au moment où on se parle, voilà, en tout cas selon le dernier léger, ils sont à 15%. Mais par contre, ils sont capables de bâtir un momentum d'ici les élections. Exact. Puis le PCQ n'a pas besoin d'être pendant des années fort dans les sondages. Là, le PCQ, je sais pas ce qui va se passer là. Est-ce que Maïté Blanchette-Vézina va finalement faire le saut? Finalement faire le son. Qu'est-ce que va devenir Yuri Chassin? Y a-t-il d'autres députés caquistes qui pourraient potentiellement être intéressés par le PCQ parce que s'ils restent avec la CAQ, ils vont perdre, mais avec le PCQ, ils pourraient gagner. C'est honnêtement, là, genre, c'est franchement pas impossible. Puis, tu sais, s'ils continuent comme ça leur montée, un comté comme Arthabasca qu'ils ont perdu aux mains du PQ, facilement, ils pourront l'avoir. Mais qui sait, peut-être qu'ils pourraient l'avoir. Regarde, moi, je sais pas, tu sais, je peux pas, je suis pas Jojo Savard, là, je suis pas capable de te dire qui va gagner la prochaine élection dans tel ou tel comté, mais, tu sais, ce serait pas impossible. Puis, sérieusement, si ils arrivent à créer un momentum, puis que ce momentum-là se poursuive jusqu'aux élections, regarde, on m'appellera peut-être un fou dans 6 mois, mais voyons, Éric Duhem pourrait se retrouver avec, je sais pas, une dizaine ou une douzaine de députés, là. 10-12 députés. Je peux te dire que Éric Duhem, il va te... pour un parti que personne ne connaissait il y a quelques années, c'est pas mal du tout. Ah non, mais c'est pas juste pas mal du tout. Je peux te dire, Éric Duhem, tout seul à l'Assemblée nationale, il aurait fait bouger les colonnes du temple. Éric Duhem, avec 10 autres personnes, tu sais, watch out, je te le dis, ça va pas être une partie facile pour les autres partis, là, les autres partis politiques. Fait qu'en tout cas, je pense que ça vaut la peine de le mentionner parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Peut-être qu'on en parle plus dans les radios du côté de Québec et je sais pas. En tout cas, je veux pas dire de bêtises là, mais je trouve qu'au niveau national, on n'en parle pas assez de la montée du PCQ. Maintenant,
Tout reste à faire. Leur momentum, est-ce qu'ils sont capables de le provoquer? Puis s'ils doivent le provoquer, ils doivent le provoquer très bientôt. Parce que là, il y a un nouveau chef caquiste qui s'en vient, un ou une nouvelle chef caquiste. Il faut pas que ça se cristallise dans la tête des gens. Donc, s'il y a des moves à faire, si Mme Blanchette-Vézina a l'intention de faire le move, c'est le temps de le faire, là, parce que si tu attends... je sais que souvent, on se dit « Ah, mais tu sais, l'élection, on a encore un peu le temps, là, stratégiquement. » Ouais, mais tu as toujours le temps jusqu'à temps que tu n'aies plus le temps. Exact, exact. Puis en plus, on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, j'attends des rumeurs d'une prorogation à Québec. Si jamais le Parlement ferme, ben là, c'est... Exactement. Ça aussi, c'est un risque. C'est-à-dire que s'il devait y avoir des députés comme Mme Blanchette-Vézina dans le caucus, c'est-à-dire sous les couleurs du PCQ, c'est sûr que si elle annonce ça, puis après ça, il y a prorogation. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais là, avec le budget qui a été... ils ont annoncé la date du budget, ça va être le 18 mars. La question, c'est de savoir est-ce que cette prorogation va avoir lieu? Est-ce qu'ils vont vouloir voter les crédits rapidement de manière à ce que le nouveau chef ou la nouvelle chef caquiste qui va être premier ministre veuille proroger au-delà, après le 12 avril? C'est pas impossible aussi, parce qu'entre le 18 mars et le 12 avril, il y a peut-être les premiers crédits qui pourraient être adoptés, votés. Écoute, c'est à voir. Mais oui, c'est à considérer. Il faut faire vite. Là, il y a... Bon, on va parler du fédéral, peut-être. On va parler du fédéral, parce qu'on a Mark Carney aussi, que, tu sais, ça va bien pour lui, Mark Carney. Il surfe un peu sur sa vague initiale qui l'a amené à la tête du Parti libéral du Canada. Il a battu... les conservateurs à la surprise pratiquement de tout le monde. Et là, il continue à inspirer un peu confiance aux Canadiens à cause d'un discours qui a l'air à amener les choses un peu vers une stabilité, vers une confiance. C'est pas parfait non plus, là, on va se le dire, mais Monsieur Poilievre... Oui. Yeah. Monsieur Carney, depuis qu'il est devenu chef du Parti libéral du Canada, il a ramené le gouvernement fédéral là où se trouve le plus de Canadiens. Ça, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé. C'était là où le conservateur Jean Charest, à la dernière course conservatrice, voulait ramener aussi son parti et le gouvernement fédéral, c'est-à-dire un centre droit économique assumé et arrêter de perdre du monde sur certains enjeux qui étaient purement électoralistes. Puis M. Carney a fait l'inverse que ce que M. Charest voulait faire. M. Carney a ramené le Parti libéral du Canada sur un positionnement économique de droite, tout en restant libéral sur les questions plus à gauche. Donc, dans le fond, un positionnement qui est plus centriste, mais quand même axé sur le discours économique de droite, là, tu sais. Ça plaît aux Canadiens, il faut croire, parce que, Georges, là, c'est à moi maintenant de regarder mon téléphone parce que j'ai le document sous les yeux. Le taux de satisfaction du gouvernement Carney est de 59%, ce qui est très, très bon dans les circonstances. Hein. Je te rappelle que parfois, en fait, M. Trudeau est parti, il était à 16% de satisfaction. Là, il est à 59%. C'est quand même très bien. Et les gens qui sont pas satisfaits sont à 33%. Mais surtout, il y a un chiffre qui est extraordinaire pour moi, c'est que le Parti libéral du Canada de M. Carney, au moment où on se parle, est à 49% dans les sondages. C'est une avance de 14 points sur les conservateurs qui sont à 35%. Puis
Bon, le NPD est à 5%. Le Bloc aussi est à 5% au national, mais c'est normal que le Bloc soit à 5% au national. Mais on va donner les chiffres au Québec parce que c'est plus révélateur pour le Bloc. Mais, Georges, c'est quand même extrêmement important de souligner que, tu sais, en Atlantique, dans le Canada Atlantique, là, les 4 provinces, M. Carney est à 68%. Tu sais, au Québec, écoute-moi bien, là, au Québec, M. Carney et les libéraux sont à 48%. Alors, tu sais, on peut bien casser du sucre sur M. Carney à longueur de journée. Là, les politiciens, quels qu'ils soient, au niveau provincial, et parfois leurs sbires dans les médias, etc. La réalité, c'est que M. Carney est à 48% au Québec. Les Québécois adhèrent à M. Carney. En Ontario, il est à 52%. Écoute, son score le plus bas, pas de M. Carney, mais du Parti libéral de M. Carney, son score le plus bas au Canada est à 37% en Alberta. OK? Il y a des gens qui vont dire oui, mais on n'est pas surpris. Mais moi, je vais vous dire, par contre, je vais te donner un autre chiffre qui vient parler de la satisfaction du gouvernement dirigé par Mark Carney. La satisfaction, donc tantôt j'avais donné 59%, n'est-ce pas, au général? Au Québec, le taux de satisfaction est supérieur aux intentions de vote. Les gens sont plus satisfaits que les gens qui veulent voter pour lui. Ouais. 60% des Québécois sont satisfaits du gouvernement de Carney. 48% vont voter pour lui seulement, mais 60% sont satisfaits. En Ontario, 61%, donc ça peut préparer qu'au Québec. Mais en Alberta, l'Alberta où il a le taux de satisfaction, le taux les intentions de vote les plus basses, à 37%, le taux de satisfaction est à 52%. Ouais. Donc, M. Carney est plus populaire en Alberta que son parti. Ouais. Il est plus populaire que son parti. Et est à 52%. C'est quand même assez incroyable. Écoute, même Manitoba et Saskatchewan sont à 55%. C'est quand même assez fou. Écoute, M. Carney marche sur l'eau. M. Carney, demain, déclenche des élections. Il gagne un majoritaire très fort. C'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais tu sais, parfois, je me dis, mais non, c'est impossible qu'il y aille. Puis d'autres moments, je me dis, mais ça se peut qu'il y aille. Puis là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'ils déclenchent les partiels. Il y en a 3 là, qui vont être déclenchés à la suite du départ de Mme Freeland. Puis il y avait un autre ministre, là, j'ai oublié son nom. Il y a celle de Terrebonne, suite à la décision de la Cour. Puis celle de Terrebonne, effectivement. Donc, c'est trois partiels qui doivent être déclenchés. 3 partiels qui, en théorie... C'est qui, là? C'est Généraux, l'autre? Marc? Non, lui, il est rendu libéral. Lui. Ah oui, c'est lui qui... OK. Lui donc ça serait dans les provinces atlantiques, d'ailleurs. Non. Ben, j'ai oublié. Là, regarde, il y a c'est drôle, je l'avais en tête ce matin, puis là, ça m'échappe. Mais en tout cas, il y a comme 2 sièges libéraux, forteresse libérale. Puis tu as Terrebonne, qui est clairement pas une forteresse libérale, mais que les libéraux... je ne veux pas dire on gagnait, mais on fait un score nul, égalité, là, qui fait en sorte que l'élection doit être rejouée suite à la décision de la Cour suprême d'annuler un vote. Enfin, je ne sais pas trop la mécanique, mais en tout cas, ça doit être rejoué, là, cette partie-là doit être rejouée. Mais à l'époque, c'était le momentum Carney qui a fait ça. Et dans une partielle, c'est pas sûr que les libéraux puissent rééditer l'exploit. Donc, l'exploit d'être au coude à coude avec le Bloc. Donc, ils devaient déclencher. Ils l'ont pas déclenché. Mais le fait qu'ils ne le déclenchent pas, c'est-tu parce qu'ils ont envie de déclencher des générales? Mais oui, mais déclencher des générales. M. Carney a été élu le 28 avril dernier. Ça fait pas un an. Il n'y a pas véritablement de raison d'aller en élection au moment où on se parle. Dans le sens que il n'y a pas l'obstruction. Monsieur Poilièvre ne fait pas l'obstruction qu'il avait faite avant. Je rappelle, c'est important de le dire.
M. Poilievre, sous M. Trudeau, voulait tellement aller en élection parce qu'il était très, très haut dans les sondages, qu'il faisait de l'obstruction systématique. Le Parlement ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, il n'y avait rien qui marchait. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là parce qu'il sait que ce n'est pas favorable. Parce que s'il ne fait pas fonctionner le Parlement et puis que M. Carney décide d'aller en élection, M. Poilievre, il va aller devoir demander l'assurance chômage parce qu'il n'y en aura plus de job. Là, t'sais. Ça, c'est sûr. Maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce qui marcherait pas? Pourquoi M. Carney voudrait d'une majorité, là, au-delà de sa satisfaction personnelle, parce qu'il est quand même premier ministre en ce moment, on se parle. Mais c'est pas tant la Chambre des communes le problème que les comités. Sur les comités, à l'intérieur du Parlement, il n'y a pas assez de néo-démocrates pour garder les libéraux, faire passer les trucs. C'est dans les comités que ça marche pas. C'est pas une question dans la Chambre. C'est dans les comités que ça roule pas. C'est dans les comités où être minoritaire est problématique pour les libéraux en ce moment. Et ça, c'est trop technique à expliquer à la population. Donc, ton prétexte pour aller en élection est pas assez fort. Moi, je crois sincèrement qu'au moment où on se parle, si M. Carney avait un prétexte assez fort, il la lancerait, l'élection. Il n'est pas là. Puis, M. Poilievre, le fait qu'il donne l'impression de mieux collaborer qu'il avait l'habitude de faire, fait en sorte que ça enlève un peu de légitimité à M. Carney de se dire, bon, ben regardez, ça marche pas, on s'en va en élection. Mais c'est pas juste ça aussi. Si on regarde le sondage, Salim, sur la question très spécifique sur le désir d'aller en élection, il y a 50% de la population qui en veulent pas d'élection maintenant. Ils veulent les élections en 2029 comme c'est prévu. Comme c'est prévu dans la loi. Exact. Donc, tu surfes dans les nuages, ça va bien, tu peux avoir une majorité demain, sauf que la moitié de ta population n'en veut pas de. Ah oui, alors, écoute, alors c'est vrai. Mais maintenant, ensuite, ça, ce que le sondage ne dit pas, c'est que dans le poids que tu mets, ou la pondération que tu mets entre veux-tu des élections ou veux-tu Carney comme premier ministre, moi, je pense pas qu'il y a des gens ils vont se dire, ben, je voterai pas pour Carney parce que moi, je voulais pas d'élection. Ils vont, tu sais, au pire, ils vont se dire, bon, c'est plate. Honnêtement, là, je reproche à Carney d'aller en élection. Mais puisqu'on a des élections. Mais comme il y a des élections, je vais choisir quand même Carney. Ouais, c'est un bon point. Contrairement à Trudeau, qui en 2021, vers un an et quelques après la pandémie, où il avait envoyé des chèques à toute la planète, etc. Puis qu'il y avait, bon, on va se le dire, évidemment, avec de l'argent, il y a beaucoup de choses que tu es capable de faire, là, mais tu sais, il a réussi à faire passer les Canadiens à travers une espèce d'incertitude planétaire à laquelle personne ne s'attendait. Là, même moi, aujourd'hui, quand je repense à la pandémie, je me dis, on a-tu tourné un film? On a-tu joué dans un film? Parce que c'était quand même un peu bizarre. Là, aujourd'hui, on sort de chez nous sans problème, mais imagine qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était enfermés chez nous à la maison. Là. Les gens étaient favorables à M. Trudeau, mais on peut apprécier le fait que M. Trudeau aille en élection pour aucune raison, dans le fond. Ouais. Puis pour lui, son argument à l'époque, c'était on veut une majorité pour gérer l'après-pandémie. On a été bon à gérer la pandémie, on va être bon à gérer l'après-pandémie. Donc, donnez-lui un majoritaire. Mais la réalité, c'est que pendant la pandémie, il n'a pas eu de problème. De toute façon, le Parlement était fermé. Puis ils ont pris toutes les décisions qu'ils avaient envie de prendre. Exact. Là, je veux parler un peu de M. Poilievre parce que c'est sûr qu'il a gagné la confiance de son parti le mois dernier en Alberta. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti du bois quand même. Hein. Moi, j'entends des petits chuchotements par rapport à son leadership. C'est jamais garanti. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les règles internes du parti, mais est-ce qu'on a des assurances que M. Poilievre sera le chef du Parti conservateur du Canada à la prochaine élection? Ça, je ne pourrais pas te le confirmer non plus. Là. Il marche toujours un peu sur la glace.
qui devient de plus en plus mince pour lui, là, surtout avec les sondages qu'on voit maintenant. Donc, et l'analyse que je fais avec M. Poilievre, c'est qu'il est pogné entre deux réalités. Il est pogné entre une réalité où, comme notre ami Dimitri Soudas répète à la télévision, il y a une chambre d'écho à laquelle il doit plaire. Et l'autre réalité, c'est que il doit démontrer que c'est un premier ministre en attente. Et c'est deux réalités complètement différentes. Donc, je ne sais pas comment il va faire. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe en arrière-scène du Parti conservateur, mais on a vu, comme tu as dit, un transfuge déjà qui est rentré, mais c'est pas le premier non plus, là. Il y en a eu 3, je pense, jusqu'à date, des conservateurs qui ont traversé. Est-ce qu'il y en a d'autres? On ne sait pas, peut-être. Est-ce que la satisfaction de ces députés au Québec est toujours là? Tu sais, il y a plein de points d'interrogation concernant M. Poilievre qui fait en sorte que, tu sais, il y a une incertitude, selon moi, là, si jamais on s'avance vers des élections. Donc, je sais pas. Moi, I don't know. Je sais pas comment tu le vois. Écoute, je le vois exactement comme tu viens de le dire. Puis, sais-tu quoi? C'est très important, en tout cas, c'est très important pour moi de le dire. Tu sais, avant d'avoir une conviction politique, j'ai la conviction de la démocratie. Puis, dans la démocratie canadienne, les Canadiens méritent que le Parti conservateur du Canada soit bon et soit fort. Ouais. Moi, je le crois. Tu sais, je t'avoue que je suis très satisfait, moi, de Mark Carney en ce moment. Tu sais, j'ai été très critique du gouvernement Trudeau. Voyons, le balado en témoigne à bien des égards. Pas sur tout, mais bien des égards. Aujourd'hui, je suis très satisfait de Monsieur Carney, mais j'espère quand même que le Parti conservateur va offrir un discours, un positionnement, une philosophie, une politique, une plateforme électorale dans laquelle le plus de Canadiens possible vont pouvoir s'identifier, et pourquoi pas moi-même, tu sais, dans le sens que tu as raison de dire, tu as raison, puis tu as mentionné Dimitri Soudas qui le dit, qui connaît très bien ce parti-là, de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a une chambre d'écho à laquelle M. Poilievre plaît énormément, mais je crois qu'il est temps pour M. Poilievre honnêtement, de sortir de cette chambre d'écho-là. Les gens le connaissent assez pour qu'il puisse être assez courageux et de sortir de ça pour aller chercher bien plus de monde. Je sais qu'il essaye. Là, il vient de faire un premier voyage à l'international là, depuis qu'il est chef du Parti conservateur. Bon, pour aller rencontrer des conservateurs en Grande-Bretagne, etc. Bon, c'est très bien. Il a commencé à donner tu sais, parler un petit peu de la situation globale, parce qu'on s'attend de ça d'un Premier ministre du Canada. C'est les affaires étrangères, le commerce international, la géopolitique mondiale, la politique économique et monétaire, et les flux, etc. Tout ça, c'est planétaire. Donc, tu sais, il faut... Tu sais, à l'époque, il disait, moi, je ne vais pas y aller à Davos, je ne vais pas y aller à ceci, je ne vais pas aller à cela. Oui, mais on ne voyait pas en lui un premier ministre. Ouais. Je te disais pas d'avoir un espèce de pin ou macaron là, de Davos ou un poster de Davos chez vous à la maison. Mais à un moment donné, il y a des parties prenantes, il faut que tu deals avec et travaille avec, inspire les gens. Mais je suis d'accord avec toi. La chambre d'écho le tire vers le bas. Et M. Poilievre avait l'occasion, tout de suite après la chefferie qu'il a gagnée de manière spectaculaire contre Jean Charest, il avait l'occasion de ramener légèrement son parti au centre, d'occuper une bonne partie de la place qu'occupe M. Carney aujourd'hui, et il aurait non seulement potentiellement été le premier ministre du Canada en ce moment, mais lui-même serait dans ces eaux-là au niveau des sondages. Alors, c'est vraiment, vraiment dommage. Pas pour lui, parce que moi, je m'en fous des
personne en tant que telle. Là, moi, je trouve que c'est dommage pour le parti qu'il représente, qui est une institution importante pour la démocratie canadienne, et ultimement pour les Canadiens, parce que les Canadiens, normalement, s'il y a des élections, ils devraient être en mesure d'avoir le choix. Ils ne devraient pas avoir des sondages pareils où on sait que s'il y a des élections demain, c'est sûr que c'est les libéraux qui gagnent. Ouais. Ils devraient, dans une élection, dire « OK, je veux entendre Carney qui propose un beau programme. Je veux entendre Poilievre qui propose un beau programme. Puis moi, lequel des programmes qui m'intéresse le plus et qui répond le plus à mes préoccupations et qui répond le plus à mes valeurs, et être en mesure de dire mais j'aime les libéraux pour ça, j'aime les conservateurs pour ça, j'aime pas les conservateurs pour ça, j'aime pas les libéraux pour ça, mais dans ma pondération, voilà mon vote pour qui s'en va. Ça, c'est une démocratie saine, je le pense. Et donc, M. Poilievre doit aller là-dedans parce que, je te le dis, il tire son parti vers le bas. Georges, il a été assez populiste ces dernières années, y compris ici au Québec où il a fait un effort extraordinaire. Puis je lui reconnais l'effort. L'effort est extraordinaire. Il est allé partout au Québec, il a rencontré tout le monde au Québec, il a fait des rassemblements partout au Québec. Il parle d'ailleurs un bon français, meilleur français que celui de M. Carney. Bon, il est aussi l'époux d'une Québécoise aux origines latino-américaines. Comment dire? Donc, pour lui, le français n'est pas une langue étrangère, c'est juste une langue qu'il maîtrise moins que sa langue maternelle, ce qui est normal. Mais Pierre Poilievre, au Québec, selon le dernier baromètre des personnalités politiques, il est le politicien le moins apprécié de tous. Carney numéro 1, Poilievre est le dernier. Et là-dedans, là, parmi les premiers, tu peux retrouver Mélanie Joly et d'autres, Manon Massé, tu sais. À un moment donné, il faut que ça te parle. Il faut arrêter de dire aux Québécois « Ben oui, moi, je parle français. Puisque je parle français, vous pouvez croire tout ce que je vous dis. » Non, la preuve, les Québécois, c'est pas des valises. Ils t'écoutent, ils apprécient ton effort. C'est sûr qu'ils apprécient. Il n'y a pas un Québécois qui ne pourrait pas apprécier l'effort d'un non-Québécois que de parler de français, de comprendre la culture québécoise, les sensibilités québécoises, etc. Mais quand ils écoutent le contenu, ils se disent bon, ben écoute, t'arrives à convaincre personne. Là, tu sais. Ouais. Moi, je vais te mettre, et puis on va terminer là-dessus, je vais mettre une petite chose sur ton radar. Je remarque de plus en plus une présence accentuée de Jason Kenney en Alberta. On l'a vu un peu sortir, bon, je veux pas dire qu'il se cachait, là, mais il a fait surface quelques semaines avant la convention des conservateurs en Alberta. Et depuis, je le vois très souvent. Il y a une présence accentuée et dans les médias et dans les réseaux sociaux. Donc, je lance ça juste comme ça. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je sais pas s'il y a une préparation quelque part. Je sais pas si lui, il connaît quelque chose que nous ne connaissons pas. Je sais pas si les membres du Parti conservateur se préparent pour quelque chose. J'ai aucune idée, puis je veux pas spéculer non plus, mais je lance juste ça comme ça. Je vois Jason Kenney de plus en plus présent, et moi, mon petit pif me dit que peut-être qu'il y aurait un intérêt pour revenir en politique fédérale. Écoute, moi, j'ai eu vent de rumeurs que il n'est pas insensible. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il se prépare ou quoi que ce soit, ou tout du moins, si c'est le cas, je ne suis pas au courant et je n'ai pas d'informations à cet égard. Mais les infos que j'ai, c'est qu'il n'est pas complètement insensible. C'est-à-dire que s'il y a un contexte politique où il pourrait faire la différence, c'est le gars qui, à mon avis, n'hésitera pas s'il peut faire la différence et que le contexte politique lui permet. Mais je vais juste te dire une affaire. Ça se passera pas avant les prochaines élections fédérales, ça c'est sûr.
Et s'il devait y avoir des élections fédérales pour lesquelles les résultats verraient la réélection de M. Carney, admettons, en majoritaire, il y en aurait deux. Il n'y aurait pas juste lui qui pourrait être intéressé par reprendre le flambeau. Il y a lui, mais il y a aussi le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Ah, ouais. Puis Doug Ford, je te dis que c'est... Ça va être intéressant parce que c'est deux profils complètement différents, Doug Ford puis Jason Kenney. Ils ont des profils différents, mais ils pourraient être jusqu'à un certain point capables de parler à une clientèle, qui se ressemble. Puis, honnêtement, pour moi, ce sont deux conservateurs qui ont su se positionner dans leurs provinces respectives. Et ça pourrait être très intéressant, très, 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 très intéressant à voir. Oui, absolument. All right, tout le monde, on va mettre un point là-dessus. Revenez nous voir la semaine prochaine parce qu'on va avoir, si tout va bien, évidemment, on aura un autre invité. On a un autre invité sur le balado, donc revenez, allez vous abonner, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là qui nous aident énormément. Puis on vous voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. À bientôt, au revoir. Merci, ciao.